Salut à tous, c'est Nico. Ce troisième épisode va être centré sur les différents profils d'individus qui rejoignent l'extrême droite. D'où viennent-ils et quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans ce collectif? De mon expérience personnelle, je ne pense pas qu'on puisse basculer dans ce mouvement sans avoir des prédispositions, certaines idées qu'on a consciemment et qu'on cherche à confirmer. À l'époque où j'ai basculé, j'étais un étudiant d'extrême gauche et j'avais déjà des convictions violentes. J'étais un anticapitaliste viscéral qui voulait renverser le système, qui souhaitait une dictature du peuple. Ça peut sembler contradictoire de passer de l'ultra-gauche à l'ultra-droite sans intermédiaire, mais l'histoire montre que ça s'est déjà fait. L'exemple le plus fameux étant celui d'un ancien socialiste italien. D'ailleurs, c'est justement en me renseignant sur le fascisme italien que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup en commun avec les idées de Mussolini. D'abord parce que j'étais étudiant en art et que j'avais une admiration pour le mouvement futuriste, pour des artistes comme Filippo Marinetti et Luigi Russolo, qui étaient radicaux dans leurs pratiques artistiques ainsi que dans leurs discours. Marinetti a écrit le manifeste du futurisme, dans lequel il glorifiait la guerre comme seule hygiène du monde. Russolo avait l'habitude de se battre avec le public lors de ses concerts de musique bruitiste. Tous les deux ont un temps soutenu le mouvement de Mussolini, surtout lors de la période du premier fascisme. Le premier fascisme, c'est l'époque où les faisceaux de combat italiens étaient composés d'anarchistes, de syndicalistes révolutionnaires, de nationalistes, d'une galaxie hétérogène de militants violents avec un programme qui s'inspire en partie du socialisme et du nationalisme, un programme anti-bourgeois et anticapitaliste. C'était avant le tournant ultra-conservateur que prendra Mussolini quand il sera au pouvoir, et qu'il n'aura une alliance avec le patronat italien pour réprimer les grévistes. Ce qui me parlait, c'était cette tentative de fusion entre la gauche et la droite pour créer un nationalisme violent, un nationalisme antidémocratique et intolérant. Cependant, mon parcours n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Il y a des gens qui proviennent d'à peu près tous les horizons politiques. Il y a des gens qui se reconnaissent dans le slogan gauche du travail, droite des valeurs d'Alain Soral. Il y a des déçus de la gauche qui passent à l'opposé par rancœur. D'autres qui sont nostalgiques du Parti communiste sous Georges Marchais et qui regrettent le tournant progressiste d'un Mélenchon et se reconnaissent plus dans les valeurs conservatrices du Rassemblement national. Pour beaucoup, ce sera un passage par les idées de droite classiques ou conservatrices, puis une radicalisation de ces idées parce qu'ils trouvent que les Nicolas Sarkozy et les Eric Ciotti ne vont pas assez loin sur l'immigration, sur la sécurité. Certains ne sont même pas passés par la politique avant de rejoindre des mouvements extrémistes. Il y a des adolescents qui ont rejoint des bandes de skinheads nazis parce qu'ils recherchaient avant tout une famille de substitution. Plus rarement, les idées sont transmises par l'éducation familiale. Derek Black, qui est un ancien suprémaciste américain, était le fils du créateur du forum néo-nazi Stormfront, ainsi que le filleul de David Duke, l'ancien chef du Ku Klux Klan. Dans ce cas-là, ce qui est recherché dans le mouvement est assez facile à deviner, c'était l'approbation et la validation par sa famille et par ses proches. On va plutôt se concentrer sur les exemples d'individus qui n'ont pas été élevés dans une éducation familiale d'extrême droite, et qui, je pense, constituent la grande majorité des sympathisants actuellement, ceux qui ont forgé leurs opinions au contact de tierces personnes. Me concernant, je n'avais aucun membre de ma famille ni aucun ami qui était d'extrême droite dans ma jeunesse. La diffusion des idées s'est faite par Internet, par des influenceurs ou des sympathisants sur des forums et des espaces en ligne. Le premier que j'ai découvert était Alain Soral. Sa vulgarité et son rejet du système me plaisaient. Certains de ses discours faisaient écho à mon point de vue, notamment quand il affirmait que l'immigration était un instrument du patronat pour comprimer les salaires des ouvriers à la baisse. Ce qui me parlait beaucoup moins chez lui, c'était le délire monomaniaque sur les juifs et sur Israël. Je trouvais ça assez délirant. Pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Ceux qui ont plus tard retenu mon attention étaient les militants du courant identitaire, Pierre Sotarel et F2Souche.com, Damien Rieu, etc. Qu'est-ce que revendiquent les sympathisants de cette mouvance identitaire? C'est la défense d'une identité nationale et européenne basée sur des critères ethniques et culturels, les Européens de souche, entre guillemets, une identité qui ne serait pas compatible avec l'arrivée des populations musulmanes ou extra-européennes. Qu'est-ce que je pensais trouver dans cette mouvance? Plusieurs choses. Tout d'abord un cadre de pensée, j'étais perdu, dépressif, je me sentais dépassé par tous les changements qui arrivaient, que ce soit pour mon avenir professionnel ou plus globalement l'évolution du monde autour de moi, la mondialisation, le dérèglement climatique, l'infiltration du capitalisme dans absolument tous les domaines de la vie courante, cette logique omniprésente de profit à court terme qui était partout et qui était autodestructrice. L'avenir me faisait peur. Heureusement, on me donnait une grille de lecture simple. Les problèmes les plus importants du monde à l'heure actuelle, c'est l'immigration et l'islam. Tout le reste était secondaire. La pauvreté, la pollution, la corruption. J'avais une méfiance et une rancœur envers les institutions depuis que j'étais gamin, et on m'expliquait que le système était pourri, qui était corrompu par des idées décadentes. Si je ressentais un mal-être, c'était forcément à cause de la décadence morale de la France, qui était sous l'emprise de cette élite. C'était pas parce que mon raisonnement était altéré à cause de la dépression et que j'avais besoin d'aide, c'était forcément le système et les autres qui étaient responsables.
Depuis tout petit, j'avais intériorisé dans mon subconscient que l'existence est la loi du plus fort. Quoi de mieux que le mouvement qui faisait la promotion du darwinisme social? La nature, c'est la guerre perpétuelle, les forts l'emportent sur les faibles. Je manquais de confiance en moi et on m'expliquait que mon peuple était un des plus brillants qui ait jamais existé, que le simple fait que je sois français de souche me rendait légitime à exiger tout ce que je voulais et à me croire au-dessus de tout le monde, à croire que je pouvais m'affranchir des règles. Christian Picciolini, qui était un des premiers membres de la scène néo-nazie américaine, dit que les 3 choses qui l'ont attiré vers le mouvement, c'était la recherche d'une identité, d'une communauté et d'un objectif. Dans l'extrême droite, on trouve une identité qui tourne autour de son ethnie, de sa religion, de sa culture traditionnelle. On y trouve une communauté, que ce soit sur des forums internet, dans des partis politiques, une scène musicale, des gangs. Et on y trouve un objectif, la défense de son identité face aux menaces extérieures, le maintien de ses privilèges et de sa domination sur les autres. On cherche une communauté pour compenser une forme d'instabilité. Ça ne veut pas dire qu'on vient tous de familles dysfonctionnelles ou misérables, au contraire. Ça n'a jamais été mon cas et ce n'est pas le cas de nombreux militants violents qui viennent en majorité de familles de la classe moyenne, qui n'ont pas subi de violence ou d'abus de la part de leurs parents, ou d'oppression par le système. Parfois ça peut être des éléments anodins qui provoquent un mal-être identitaire. Par exemple, Philipp Schlaffer, un ancien néo-nazi allemand, explique qu'il a rejoint un gang après une période d'incertitude suite à plusieurs déménagements entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ses repères étaient bouleversés pendant son enfance à cause des différentes écoles et des amis qu'il a dû quitter. Et il avait beaucoup de rancœur contre ses parents, ce qui fait qu'il a cherché une famille de substitution. When you come to us, you will become part of our big family. We're the good ones. We're fighting for Europe. Des fois, ça peut être lié à des traumatismes ou des troubles psychologiques importants. Des pensées suicidaires, un délire de persécution, des troubles bipolaires, etc. Cependant, et c'est un point sur lequel je veux insister, ça n'est pas parce qu'on est en proie à de la détresse et à un manque de confiance qu'on ne peut pas être très arrogant. L'arrogance, à mon sens, c'est une des caractéristiques les plus communes parmi tous les sympathisants d'extrême droite. Beaucoup plus que la classe sociale, les injustices subies ou le milieu familial par exemple. On a un gros complexe de supériorité à l'extrême droite, et qui n'est pas forcément un complexe de supériorité raciale. Mon ethnie ou ma race est supérieure aux autres. Ça peut être tout simplement la croyance qu'on est un des rares à détenir la vérité, parmi la masse ignorante, la croyance d'être un libre penseur qui a réussi à questionner le politiquement correct et à s'en extraire. Je vais prendre l'exemple d'Axel Reitz, un ancien néo-nazi allemand qui a rejoint à 13 ans l'organisation de jeunesse du NPD. Reitz a commencé à s'intéresser aux partis politiques d'extrême droite parce que le sujet était tabou pour les professeurs de son collège. C'était pour lui un acte de rébellion contre l'école et le politiquement correct, contre une censure injustifiée d'un mouvement qui était diabolisé à tort. Gedacht, das war nicht gerecht, was sie gemacht hat. Sie hat mit mir nicht diskutiert, sie hat einfach über meinen Kopf hinweg entschieden. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was war jetzt so schlimm daran? Und habe dann diese Partei nochmal angeschrieben und sagte, oh, hier, das ist passiert. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kam ich da rein bei so einem Treffen. Ja, dann kamen die alle an und sagten, boah Mensch, guck mal an und unsere Partei wird hier diskriminiert. Das zeigt ja, wir haben gar keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Wenn du bestimmte Themen ansprichst, über die darf gar nicht geredet werden. Dann kannst du dir vorstellen, ich mit 13 und stand dann erstmal da und dachte mir, cool, die finden mich alle geil, super. Ne? Und ich habe das ja genau erlebt. Die haben ja recht, was die sagen. Ja? Mir wurde über den Mund gefahren, die haben mir gar nicht erklärt, warum. Und voll die Unterdrückung hier. Ne? Und das war für mich so der Einstiegspunkt. Und habe dann im Unterricht auch gerne weiter provoziert, um auch einfach der Lehrerin zu zeigen, so, mich machst du nicht mundtot. Wenn mir das zu Hause schon passiert, hier passiert mir das nicht. On a souvent la croyance d'être un pionnier ou un individu exceptionnel, d'être un sauveur qui va lutter contre la décadence de la civilisation et qui va amener une prise de conscience du peuple, ou parfois on s'en fout tout simplement. On est juste content de savoir qu'on est meilleur que les autres. On rejoint avant tout l'extrême droite parce qu'on est prétentieux et qu'on veut réparer un sentiment d'humiliation, parce qu'on juge que le système ne nous reconnaît pas à notre juste valeur. On se considère comme des victimes, mais on est des victimes qui cherchent à devenir des oppresseurs. On est parfaitement d'accord avec une forme de système qui oppresse certaines catégories de la population. Après tout, on est d'accord pour dire que la nature est injuste et que les humains ne sont pas égaux. Tout ce qu'on veut, c'est être du côté des gagnants, de ceux qui profitent de cette oppression. Si vous avez lu Mein Kampf, vous avez dû constater que le manifeste d'Hitler n'est pas seulement une apologie de la guerre et de l'inégalité des races, c'est aussi beaucoup de pleurniches. Que ce soit contre les migrants tchécoslovaques qui prennent le travail des Allemands, les pauvres soldats trahis par les criminels de novembre en 1918, le peuple germanique humilié par les Juifs qui dominent le monde,
alors que ces derniers étaient pourtant largement discriminés, que ce soit dans l'armée et dans la politique à cette époque. Bien entendu, toute cette tirade larmoyante du pauvre peuple allemand, victime de toutes les brimades, est censée justifier un projet ultra-violent de guerre de conquête. À l'heure actuelle, Mein Kampf n'est pas un texte de référence pour l'immense majorité des sympathisants d'extrême droite. À part pour une poignée de néo-nazis, personne ne l'a lu. Au contraire, on essaie plutôt de prendre ses distances avec Hitler et avec le nazisme. Parce qu'au niveau de l'image médiatique, ça ne rend pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des similitudes avec certains discours des nazis. Par exemple, l'inversion du rapport victime-agresseur, l'existence d'un complot international contre l'Occident, etc. Mais la propagande a évolué depuis la première moitié du XXe siècle. Dans les discours comme dans les canaux de communication, on ne recrute plus de la même manière. Et c'est ce que je vais aborder dans le prochain épisode, comment l'extrême droite recrute, par quels moyens. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude. A plus.